Pour moi, chaque être humain peut se connecter, peut ou non se connecter à l'autre, et ça dépend des énergies. Et c'est pour ça que parfois on arrive facilement à se connecter avec l'autre, comme si on se connaissait, comme si on était rattachés, comme si nos âmes, pour moi, c'est deux âmes qui se rencontrent, c'est deux âmes qui se connectent, et c'est pas seulement juste deux personnes physiques qui se rencontrent, et c'est fort, et il n'y a pas de mots, parfois on n'explique pas la relation, la connexion aussi rapide qu'on a avec l'autre. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment deux âmes, c'est pour ça que c'est fort et qu'on n'arrive pas à mettre de mots dessus, c'est au-dessus de notre personne qui se connectent. Qu'est-ce qui amène deux âmes à se connecter? Je pense que c'est la beauté de notre âme, c'est ce qu'il y a derrière nous, c'est les valeurs qu'on porte. C'est pas seulement les valeurs qu'on dit, qu'on pense porter, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. Pour moi, il y a des liens, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est des choses qu'on n'arrive pas à décrire et qu'on ne sait pas forcément. Donc pour moi, en nous, il y a des choses cachées. Il y a un deuxième nous en nous, si je peux dire ça comme ça, qui fait qu'on se connecte facilement, et c'est le vécu qu'on a eu, c'est les choses qu'on porte, qu'on aime et qui sont fortes en nous, qui font que voilà, on se connecte, on match facilement avec l'autre. Comment tu décrirais le toi en toi? C'est-à-dire? T'as dit il y a deux nous, et t'as dit c'est comme s'il y avait un peu deux nous. Oui. Bah, toi, c'est quoi la différence entre Hannah et Hannah de l'intérieur? Il n'y a pas une différence, je dirais juste que c'est plus profond, la Hannah qui est à l'intérieur. C'est encore plus fort, parce que voilà, entre la personne on est, c'est un mix de beaucoup de choses. Il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses qui jouent sur notre personne en tant que personne au quotidien. Et au fond de nous, on est ce qu'on est, et il y a une partie de l'autre nous qui apparaît dans le nous au quotidien. Mais tu voudrais que je te dise comment je suis moi? Est-ce que, sans rentrer peut-être dans le détail d'intimité justement de ton intérieur, est-ce que le toi c'est plus un enfant, c'est plus un adulte, c'est plus une Hannah assez folle qui a envie de tout tenter que toi tu freines justement, ou au contraire c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai pris du temps à accepter la vraie Hannah qui est en moi. Je suis l'aînée de trois frères, donc il y a le côté, la posture, voilà, je dois montrer l'exemple, je suis droite, je suis comme ça, t'es grande, même à 10 ans j'ai été considérée comme une adulte entre guillemets, parce qu'on est l'aînée, et ça c'est le discours de toutes les personnes de première garde, on va dire ça comme ça. Mais au fond de moi, quand j'ai appris à me connaître, quand j'ai grandi, j'ai avancé dans mon cheminement personnel, moi je suis un grand enfant. Je suis une fofolle, je suis une amoureuse de la vie, je suis une amoureuse de l'humain, de la nature, je suis quelqu'un de très spontané, alors que dans la vie de tous les jours, pendant des années, jusqu'à mes 30 ans, je calculais tout, je pensais que j'étais comme ça, mais en fait non, ce qui me correspond c'est de vivre au jour le jour, d'être folle, d'être spontanée. Si j'ai envie de danser dans la rue, je vais danser dans la rue, alors qu'avant c'était quelque chose que je contrôlais, parce que non, tu peux pas faire ça, tu dois montrer l'exemple, t'es une adulte, ton enfance tu l'as passée, ton adolescence tu l'as passée, et à 30 ans tu peux pas faire ce genre de choses et être une gamine, etc. Alors que non, on peut, tu vois, et aujourd'hui j'ai 32 ans et je suis encore comme ça. Qu'est-ce qui t'a bloqué concrètement, qui t'a empêché d'être comme ça au quotidien? Parce qu'on nous apprend, quand je dis nous, c'est la société, c'est l'entourage, c'est plus ou moins la famille, à nous dire qu'il y a un ordre de choses, tu vois. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence, après tu deviens adulte, et quand tu deviens adulte, tu peux pas être un enfant. Et ça, on nous a toujours ancré. Quand je dis nous, je généralise bien évidemment, que la vie c'est comme ça, il y a des étapes. Et il y a des étapes aussi dans ton cheminement, et quand tu es adulte, voilà, tu es responsable, tout ce qui est gaminerie, etc., entre guillemets, et tu laisses de côté, tu as passé son tour. Voilà. Maintenant, c'est les enfants de 5 ans, 10 ans, 15 ans qui font ça, et maintenant tu as 32 ans, tu vas pas venir avoir ce côté-là enfant, entre guillemets.
Mais moi, non, bah, je compte rester comme ça, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Bah, ce que tu aimes le plus, c'est que tu me dis, toi, à l'âge de 10 ans déjà, tu te sentais adulte ou on attendait que tu sois adulte. Et en gros, du coup, ton enfance, une partie de ton enfance, elle a presque sauté. Tu vois. Et elle me le dit souvent, ma mère aussi. Hein. Elle me dit, t'as grandi trop vite. Parce que, et quand je discute avec des personnes qui sont voilà, à la tête d'une fratrie, etc., c'est le discours qui revient souvent. C'est que les parents attendent beaucoup de nous parce qu'il y a les suivants qui sont là après. Donc on a vite des responsabilités. Moi je me rappelle quand j'étais petite, j'entendais des conversations. Mes parents me parlaient comme si j'avais 20, 30 ans. Mais ça, ils le reconnaissent. Mais ils le reconnaissent et déjà c'est très bien qu'ils le reconnaissent et en fait ça se fait comme ça. C'est que maintenant pour moi j'ai inversé les tu vois. C'est que quand j'étais petite j'étais adulte, maintenant je suis une enfant. C'est marrant de dire ça comme ça, mais je le vis comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment l'adulte il en a marre d'être adulte? Parce qu'il y a enfin, tu sais, il y a un manque aussi, tu vois. Je pense que le fait de ne pas avoir vécu les choses, c'est comme vouloir grandir trop vite. Tu sais, il y a des personnes, par contre, c'est volontaire, ils veulent grandir trop vite, ils veulent... Et en fait, ça fait partie de notre cheminement personnel de vivre toutes ces étapes-là, tous ces chapitres-là. La vie, c'est un livre, et il y a plusieurs chapitres. Et si on rate cette étape-là, il y a un manque. Et je pense que c'est ce manque-là, justement, de lâcher prise, de ne pas porter comment dire ça, c'était un poids aussi, hein. C'était un poids de devoir montrer l'exemple, de devoir... Alors qu'en vrai, les parents, si je reviens aux parents, ils demandent pas ça, hein. C'est nous, on se met une pression. Moi, je me rends compte avec le temps que je me suis mise une pression moi-même, de vouloir voilà, rendre fiers mes parents, de montrer l'exemple à mes frères et sœurs, etc. Même si c'est indirectement attendu, mais c'est pas une exigence, c'est pas exigé. C'est nous, on se met cette pression-là, on se sent, après les parents, c'est nous, on est juste après eux. Donc je me sentais responsable et je pouvais pas faire la gamine et je devais être adulte, etc. Et comme je te disais, chaque chose doit être vécue. Et vu que j'ai pas vécu pleinement mon enfance, j'ai pas vécu pleinement mon enfance, mais il y a un petit manque, tu vois, je me sentais un peu trop sérieuse, un peu trop adulte par rapport à mon âge. Et du coup, en fait, quand tu te construis et tu vois qu'il y a un manque, il y a un puzzle qui manque. Du coup, là, tu as envie de combler ce puzzle-là pour pouvoir t'épanouir dans ta vie d'adulte. Et du coup, justement, les parents, ils attendaient quoi de toi? Tu as dit, justement, en fait, peut-être que ils attendaient quoi? En fait, je pense pas qu'ils attendaient grand-chose. Après, c'est, voilà, comme on dit, si la première personne foire, les autres, ils vont suivre, tu vois. Donc, moi, j'ai que des frères, hein, j'ai pas de sœurs. Donc, j'étais déjà la première, et j'étais la première fille. Du coup, il y a ce côté-là aussi. En tant que femme, on a un peu une pression. Voilà, si je peux dire. D'accord. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses. Donc, on porte beaucoup déjà un gros poids. Mais ils n'ont pas mis les mots de tu dois faire ça ou tu dois montrer l'exemple à tes frères et sœurs, etc. Mais c'est dans l'éducation, tu vois. Fais des études, tes frères ils vont te suivre, fais ça. C'est des directives qui au final t'amènent à ça, mais c'est pas des choses strictes, quoi, tu vois. Justement, tout à l'heure, je t'avais demandé de le retenir. Tu me disais que tes frères ils t'ont beaucoup influencé en quoi? En fait, dans mon cheminement personnel, au bout d'un moment, je me cherchais. Il y avait un décalage entre le chemin que j'avais pris et la personne que j'étais, en fait, de suivre le modèle qu'on nous dit, de faire des études, de travailler, de se marier, d'avoir des gosses, d'acheter un appartement, etc. À l'approche de mes 30 ans, en fait, je me rendais compte que c'était pas moi. Je me suis posé la question, Anna, qui tu es? Et j'arrivais pas à répondre à cette question-là. Vraiment, est-ce que Anna, t'es au bon endroit? Il y avait un décalage entre... Je me trouvais pas au bon endroit, je trouvais que le métier que je faisais c'était pas celui-là, que j'étais en train de foncer dans un mur et là j'ai dit stop.
Et quand tu t'approches à la trentaine et ta famille attend qu'il y ait une suite aussi dans ton chemin. Enfin, tes parents ils veulent que tu sois heureux, que tu concrétises tes projets, que tu construises à ton tour ta famille, et que là à l'approche des 30 ans tu réalises qu'en fait c'est pas ça que tu veux. Pas tout de suite en tout cas, hein. J'ai envie de construire une famille, j'ai envie de me marier, etc. Mais c'était pas là. Et tes parents à 30 ans ils s'attendent à ce que tu... la suite d'une carrière, etc. C'est de se marier, d'avoir des gosses, etc. Et j'ai du mal à accepter moi-même que j'étais différente, parce que depuis un moment, je me rends compte que par rapport, si je peux dire, communauté, par rapport à la société, je ne voyais pas les choses de la même manière. Et mon premier soutien, moi, c'était mes frères. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais aussi, on parle beaucoup des frères qui font des freins, qui sont un peu qui vont freiner les sœurs quand elles veulent faire des choses qui sont hors comment dire ça, qui sont pas ordinaires. Voilà, moi je rêvais de prendre mon sac à dos, d'aller voyager toute seule, de faire des treks dans la jungle, de faire des ascensions de volcans, de montagnes. Je rêvais d'être libre, de pas forcément suivre le chemin de mes cousines, de mes amis, de ma voisine, etc. Et les premières personnes à me dire mais Anna, suis ton cœur, fais ce que tu as envie, c'est mes frères. Et pour moi c'est ma plus grande fierté, parce que en plus c'est mes petits frères en fait, c'est même pas eux qui sont avant moi. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple Younes il a 25 ans et on a un écart d'âge, j'ai 32 ans. Et toujours on me dit mais Anna tu t'en fous, écoute-toi, fais. Mon frère qui est juste après moi aussi, on a 2 ans de différence, et il aurait pu faire le grand frère. Tu sais, dans notre communauté il n'y a pas d'ordre. Les garçons, quand je dis notre communauté, bon il y a plusieurs communautés, mais le garçon, voilà, il peut commander, même s'il a 20 ans de différence, il a son mot à dire. Parce que aussi, l'éducation de mes parents ont fait que, filles-garçons, on est pareil. Mais, et ça se voit aussi dans la manière aussi, la relation qu'ils ont avec moi. Et ils me poussent tous les jours, ils sont fiers de moi, ils me le disent tout le temps. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de l'entendre, et de l'entendre de ses frères. Moi, quand ils me disent ça, moi, ça me donne 2000... vraiment, j'ai de l'énergie. Et pour moi, ma plus grande fierté, déjà, c'est l'éducation de mes parents, parce que sans l'éducation de mes parents, mes frères ne seraient pas comme ça. Et mes frères, voilà. Donc, ils sont en partie mon moteur de mes projets. C'est eux qui m'ont aidé à accepter qui j'étais, qui je serais aussi, et d'entreprendre tout ce que je fais. Tu dis qu'à 30 ans, tu as réalisé que tu prenais une direction qui n'était pas la tienne, et que tu as mis en place des actions pour changer de vie. Mais est-ce que à 30 ans, c'est un truc qui t'est tombé dessus, ou tu as vu la chose arriver depuis un moment? Tu t'as parlé de foncer dans un mur. Est-ce que tu t'es... En fait, quand dans ta vie, tu t'es dit, mais là, je suis peut-être en train de foncer dans le mur? Combien de temps t'as mis entre le constat et le passage à l'action? Alors, le déclic, il a été à 28 ans. Bah, j'étais chef de projet dans une grande agence, etc. Et en fait, j'ai toujours su que c'était pas ça que je voulais. Depuis que je suis petite, je sais que voilà, je veux voyager, je veux rencontrer. Toutes ces choses-là que je fais aujourd'hui, je savais que c'était ça. Mais je me disais, voilà, il faut passer par ce chemin-là, parce que c'est comme ça. Pourquoi tout le monde choisit ce chemin-là? Quand je dis tout le monde, c'est ton entourage. Enfin, tu te compares quand tu te compares à ton entourage proche, plus ou moins proche, ta famille, tes amis, etc. Parce que même mes amis suivaient ce chemin-là. D'origines différentes, de religions différentes, c'est pas une question d'origine, etc. La société te dit que c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, bah attends, je vais pas faire la rebelle tout de suite. Je vais suivre ce chemin. Et ensuite, bah, je vais devenir la Anna que j'ai envie. Enfin voilà, j'ai toujours, depuis la primaire, j'avais un instituteur qui était, et c'est l'une de mes inspirations quand j'étais petite, qui voilà, nous vendait du rêve. Avec les voyages, la rencontre de l'autre, lui était amoureux de l'Amérique latine, donc tout ce qui est Manu Chao, etc. Nous, les enfants chantaient des comptines, nous on chantait des chansons de Manu Chao. Et j'étais amoureuse de ça, ce côté-là, découverte, rencontre, etc. Mais je me suis dit, ça va être après.
Mais en parallèle de mon travail, j'avais fait ça. Et je voyais que en fait, j'étais hyper épanouie dans ce que je faisais quand je voyageais. Et en fait, à l'approche de mes 30 ans, je me suis posée comme ça, mais je sais pas exactement pourquoi à 28 ans. J'étais là, mais j'étais, mais attends, mais je me parle à moi-même, je dis, mais meuf, qu'est-ce que tu fous? Tu vas attendre 50 ans, 60 ans pour vivre ta vie? Tu vas attendre d'être malade ou autre, on ne sait pas ce qui nous arrive dans la vie. Pourquoi t'attends alors que tu peux faire cette chose-là maintenant? Et ça m'a pris 2 ans. Entre la réflexion, le déclic, de l'accepter déjà, de se dire bah, je vais quitter mon boulot parce que en fait j'avais le confort, j'avais tout. Et même l'annoncer à mon entourage, mes amis aussi hein, m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous? Tu gagnes très bien ta vie, t'as un très bon poste. Vraiment mon avenir professionnel était tracé. J'avais rien à dire dessus, mais ça a été vu comme un caprice. Honnêtement, mon père il m'a dit c'est un caprice que tu fais. Jusqu'à aujourd'hui, là ça va, ils acceptent. Mais c'est vrai que mon père il dit t'as fini ton petit délire. Reviens à la réalité. Tu vois, mais il le dit en rigolant, mais je sais qu'il y a une petite part de vérité, tu vois. Mais du coup, comment tu fais justement alors, je vais connecter ce que tu dis là avec une question que je vais te poser juste après. Ouais. C'est, t'as des gens d'un côté ils te parlent de caprice, ça remet en question tes propres choix, ouais. Enfin ce que tu t'apprêtes à faire. Et de l'autre, quand t'es parti, quand t'as voyagé, quand tu t'es écouté, est-ce que t'as pas eu le sentiment que c'était presque un appel plus fort que toi? Moi je te dis ça parce que des fois je me dis je l'ai vécu comme ça. En fait il y avait quelque chose qui m'attendait ailleurs, mais frérot il me disait bouge, tu vois. Exactement. En fait c'est des appels... j'ai toujours dit, hein, c'est vraiment, même quand j'étais au travail, etc., je disais toujours, il y a quelque chose qui m'attend ailleurs. Il y a des personnes qui m'attendent. Il y a une vie, une autre vie qui m'attendent. Qui m'attend enfin, ils m'attendaient, voilà. Et ils attendaient que je me réveille et que je prenne mes bagages et que je vienne. Et c'est quand j'arrive dans un pays, c'est pour ça qu'il y a une connexion qui se crée assez facilement avec la terre, avec les personnes, avec l'environnement. C'est que moi, je suis comme dans un poisson dans l'eau. Et c'est pour ça que je me qualifie de nomade. Parce qu'une nomade, elle s'adapte à l'environnement où elle est, facilement, à la nourriture, à la population. Et je dis que je suis un peu schizo aussi. Hein. Schizonomade, si on peut dire ça comme ça, parce que... Ça va être le titre de la vidéo, schizonomade. Parce que c'est vrai, je me surprends moi-même à avoir cette facilité à... Dès le lendemain, tu vas me trouver en tenue traditionnelle en train de... Si je mange salé, je mange salé. Je suis une addict au café, j'oublie tout de suite le café. C'est-à-dire que même mon corps, en fait... Et c'est pour ça que je dis que c'est fort, en fait. Et que c'est pas que je le pense, c'est que j'en suis sûre que moi, je suis faite pour cette vie-là de nomade et de pas être seulement dans un pays. C'est pour ça que c'est hyper frustrant pour moi, par exemple, avec le Covid, de rester comme ça, tu vois. Parce que je sais je passe à côté de certaines choses et qu'on m'attend et que je suis en manque de cette connexion-là, même si on peut la faire ici. Hein. Mais moi, je l'ai vécu aussi comme ça. Hein. C'est que je sentais qu'il y avait quelque chose, des personnes qui m'attendaient, qui attendaient que j'arrive. Mais qu'est-ce qui fait que tu aies eu ce sentiment et cette certitude? Est-ce que c'est parce que tu as apporté quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a apporté quelque chose? Ou juste parce que tu t'es senti très bien là où tu étais et qu'aujourd'hui tu te sens pas bien là où tu es? Qu'est-ce qui fait que tu as cette certitude? Parce que je suis moi. Et quand je dis moi, c'est pas juste... Là, je suis moi. Hein. C'est pas qui ou pas. Mais je suis à 1000, 2000, 3000% moi, en fait. C'est que je vis... C'est pas juste la personne physique. C'est mon âme. Je me sens vraiment connectée. La connexion, elle est forte, en fait. C'est pour ça que je parle d'âme, etc. et de connexion avec l'autre. C'est que c'est... Dans le voyage aussi que j'ai pu me reconnecter avec moi-même et que j'arrive facilement à me connecter aux autres. Ce qui m'a facilité aussi quand je suis revenue en France, c'est que
je suis toujours dans le même mood, hein. Mais c'est vrai que avec les autres, avec d'autres cultures, d'autres religions, parce que moi j'ai soif d'apprendre et j'ai besoin d'apprendre plus de l'autre, de connaître, de partager, etc. Et c'est vrai que c'est dans le voyage qu'on a clairement plus d'opportunités de nourrir son âme. Moi, mon âme, elle en manque là, tu vois. J'ai beau rencontrer des gens d'autres origines, de lire, de rencontrer, etc. Le voyage, en fait, déjà, tu es déconnecté de ta routine d'ici, donc c'est ça qui fait qu'aussi tu te connectes plus facilement à l'autre et à des nouvelles choses. Et ouais, bah, c'est ça en fait. C'est quoi cette soif de l'autre en fait? Est-ce que c'est ce qui te plaît, c'est de changer, de pas savoir ce qui va se passer et d'être en paix avec, c'est ça? Pas réfléchir. D'accord. C'est pas réfléchir, pas calculer. Parce que quand je voyage, mon mode de vie, c'est que je programme rien du tout. Là, tu es obligé, pardon, dans ta routine de programmer certaines choses. Et c'est vrai que le voyage me permet justement je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Au feeling, je rencontre, je mange avec cette personne, je fais ci. C'est ce côté lâcher prise, tu vois. Et ce lâcher prise me correspond totalement, ce que je n'arrive pas à faire, même si j'arrive à faire un petit peu en France. Quand tu es à l'étranger, c'est comme ça. Et cette soif de l'autre, entre guillemets, parce que pour moi, on a été créés tous différents. On a des personnalités différentes, un passé différent, des origines différentes, des religions différentes. Et pour moi, l'homme a besoin de l'autre pour se construire, a besoin de l'autre pour nourrir son âme à des degrés différents. En tout cas, moi, pour me construire et même dans mon cheminement personnel, j'ai besoin de cette connexion. Et la connexion, elle n'est pas unilatérale, hein. Elle se fait, c'est un partage. Et j'apporte comme autant que la personne, elle me donne, et ça se ressent dans nos relations, ça se ressent dans les moments qu'on vit. Et moi, en tout cas, dans mon cheminement personnel, dans ma vie, je trouve que, voilà, que l'homme a besoin de l'autre personne, d'autres personnes pour se construire et avancer. Pour revenir à ce que tu disais sur la France, est-ce qu'en France, justement, est-ce que qu'est-ce qui fait que tu as du mal, selon toi, à lâcher prise en France? Je pense que même si dans notre cheminement personnel, on a éliminé des choses, qu'on a avancé, ça nous connecte tout le temps. Pas tout le temps, mais ça nous connecte à certaines choses qu'on a envie d'oublier ou qu'on n'a pas envie de retrouver en tout cas. Et il suffit par exemple, je sais pas moi, il s'est passé quelque chose dans ton adolescence, tu rencontres une personne qui fait partie de ce chapitre-là, tac, ça va te connecter. Par exemple, un truc tout bête, moi j'étais hyper réservée et timide quand j'étais petite. Et quand je revois une personne qui m'a connue que dans ce moment-là, genre dans un truc familial et tout, je me remets en mode Anna timide. Et les gens ils comprennent pas parce qu'ils me voient sur Instagram, ils voient l'évolution. Tu vois, ils voient Anna qui fait des reels et tout, nanana. Mais ils comprennent pas. Mais moi, je te jure, alors que j'arrive à contrôler quand même. Enfin, je suis hyper spontanée maintenant, je suis plus du tout réservée. Je suis un peu timide parfois, mais pas autant qu'avant. Et quand je vois ces gens-là qui m'ont connue que dans ce chapitre-là, automatiquement ça me reconnecte à cette personne-là. Donc je pense que le fait qu'en France j'ai du mal à lâcher prise complètement, c'est que il y a encore des choses, surtout que voilà, je suis encore dans le quartier où j'ai grandi, etc. C'est pas des choses mauvaises, hein, mais on évolue, comme je t'ai dit, c'est une question de caractère, etc. Mais ça nous connecte automatiquement, qu'on le veuille ou non. Je pense que parfois, voilà, il y a cette connexion qui est pas toujours positive, hein, mais qui nous ramène en arrière. Est-ce que continuer de vivre aujourd'hui dans le quartier là où tu as toujours vécu, est-ce que c'est limitant pour toi ou c'est agaçant? Non, c'est limitant. Je dirais pas agaçant. Mais en fait, c'est surtout l'environnement cocon familial, je vais dire ça comme ça. Ça se passe très bien, etc. Mais pour grandir, pour passer à autre chose, etc., je pense qu'il faut changer d'environnement. Voilà, je parlais de chapitres dans la vie, et je pense que dans chaque étape dans notre cheminement personnel, que ce soit chez les parents, que vous viviez seul, etc., on a besoin de changer d'endroit. Je suis j'ai toujours grandi à Paris, mais je rêve d'aller à la campagne. Et les gens me disent, mais non, mais toi t'es une vraie Parisienne, tu pourras pas vivre à la campagne. Si, parce que quand je vais et je reste longtemps à la campagne,
aujourd'hui, à 30 ans, j'ai besoin de ce confort-là. Et ça, je pense que voilà, c'est par rapport à notre cheminement personnel qu'on peut, comment dire ça, qu'on change en fait. Qu'on change, et je pense qu'il faut changer, de... Surtout quand on a des histoires, quand on a un passé, quand on a des choses qui nous connectent à cet endroit-là, même si c'est des choses positives, mais qui nous limitent dans notre cheminement et dans ce qu'on veut entreprendre, il faut passer à autre chose et bouger. Tu penses que là, t'as parlé combien de temps? 15 minutes, non? 25. Ok. Ouais.